Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une thématique qui concerne énormément de monde, la migraine. Bonjour. Pas pour en décrire les symptômes, ça quiconque en souffre les connaît malheureusement trop bien, Oui, mais pour explorer une piste de prévention, une piste dont on entend de plus en plus parler, le magnésium. tout à fait. On a sous les yeux un article très détaillé du site Supernutrition qui le positionne comme l'un des rares compléments avec des vraies études à l'appui. C'est ça. L'idée, c'est de décortiquer ça ensemble. Est-ce que ça marche vraiment? Et si oui, comment on s'y prend concrètement? C'est une excellente question. Parce que là, on sort vraiment du simple remède de grand-mère, quoi. Ah oui, Le point de départ des recherches, c'est une observation qui est solide. Statistiquement, on retrouve très souvent un déficit en magnésium chez les personnes migraineuses. d'accord. Mais attention, et ça il faut le dire tout de suite, ce n'est pas un traitement miracle. Ça ne stoppe pas une crise. Non, On parle bien de prévention, d'une stratégie de fond pour essayer de réduire la fréquence, l'intensité des crises. c'est une piste prophylactique, comme on dit? Exactement, c'est le jargon. Et c'est une piste qui a un niveau de preuve scientifique qui est intéressant. D'accord, le décor est planté, ce n'est pas un interrupteur on-off pour la migraine. Non, absolument pas. Mais alors, plongeons dans la mécanique. Comment un simple minéral qu'on trouve dans les amandes ou le chocolat noir peut avoir un impact sur un phénomène neurologique aussi complexe? Et c'est là que ça devient passionnant. Parce qu'on touche directement à la machinerie du cerveau. Oui, Le magnésium, il agit un peu comme un gardien de la paix neuronale. j'aime bien l'image. Son rôle principal, c'est de réguler l'activité des neurotransmetteurs. Ces fameux messagers qui permettent aux neurones de communiquer entre eux. D'accord. Chez les personnes prédisposées à la migraine, le système nerveux est souvent dans un état d'hyperexcitabilité. Il est prêt à s'emballer à la moindre occasion. Et le magnésium vient calmer le jeu. C'est exactement ça. Il aide à calmer tout ça. Donc on ne parle pas juste de combler une carence, un peu comme on prendrait de la vitamine C en hiver. Non, c'est plus profond. On parle de modifier activement le seuil de déclenchement des crises dans le cerveau. C'est presque un agent neuromodulateur en fait. C'est exactement ça. Le terme est très juste. Pour être un tout petit peu plus technique, Allons-y. un de ces mécanismes les plus importants, c'est le blocage des récepteurs NMDA. D'accord. Il faut imaginer ces récepteurs comme des accélérateurs. Quand ils sont trop stimulés, le neurone devient hyperexcitable. Qui est le point de départ de la migraine. Voilà. C'est l'un des points de départ de la cascade d'événements qui mènent à la crise. Le magnésium vient se mettre sur ces récepteurs et il freine leur activité. Il les tempère. D'accord. Et il a un deuxième rôle qui est aussi très important. Ah oui. Il aide à réguler le tonus des vaisseaux sanguins. Il contribue à limiter ce qu'on appelle les vasospasmes. Ces contractions des artères dans le cerveau, Oui, ces contractions brutales qui sont une composante majeure de la douleur migraineuse. c'est beaucoup plus sophistiqué que ce que j'imaginais. On agit à la fois sur l'électricité du cerveau, en calmant les neurones, C'est ça? et sur la plomberie, en quelque sorte, en relaxant les vaisseaux. Exactement. C'est impressionnant. Mais alors, que dit la science, la vraie, sur l'efficacité? Est-ce que c'est solide ou c'est juste une piste prometteuse? La science est, on va dire, prudemment optimiste. D'accord. Des organismes de référence, comme l'American Headache Society, lui donnent un niveau de preuve B. Ce qui veut dire Pour traduire, ça veut dire probablement efficace en prévention. probablement efficace. Ce n'est pas le niveau A, la certitude absolue, mais c'est un grade très sérieux. D'accord. Et il y a une méta-analyse, qui est une sorte de super-étude, qui regroupe les résultats de plusieurs autres. Oui. Et elle a conclu que le magnésium pouvait effectivement réduire à la fois la fréquence et l'intensité des crises chez certaines personnes. Probablement efficace, c'est le langage prudent de la science. Mais pour quelqu'un qui souffre, ça peut aussi sonner comme peut-être que ça ne marchera pas du tout. Oui, bien sûr. C'est un pari, en quelque sorte. C'est un pari qui, je pense, vaut la peine d'être tenté. Parce que le rapport bénéfice-risque est très, très favorable. D'accord? Mais oui, c'est une approche personnalisée. Ce qui fonctionne très bien pour une personne peut avoir moins d'effet sur une autre. Et c'est pour ça que le choix du produit est si important. Exactement. Et c'est un point sur lequel l'article insiste lourdement. Ah, on y vient. Parce que quand on est en pharmacie ou même sur Internet, le rayon des magnésiums est immense. C'est une jungle. Oxyde, citrate, malate, bisglycinate. Honnêtement, ça ressemble surtout à du marketing. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre tout ça? Il y a une différence absolument fondamentale, et c'est un concept qui s'appelle la biodisponibilité. La biodisponibilité. C'est un mot un peu barbare pour dire quelque chose de très simple. Quelle proportion du magnésium que vous avalez va réellement passer dans votre sang Oui. et être utilisé par vos cellules? Mhm. Le reste, ce qui n'est pas absorbé, ça reste dans l'intestin, ça attire l'eau et ça provoque Le fameux effet laxatif.
le fameux effet laxatif. Donc, une mauvaise biodisponibilité, c'est à la fois moins d'efficacité et plus d'effets secondaires. Le pire des deux mondes, en somme. Complètement. Alors, guidez-nous dans cette jungle. Si on devait faire un classement du pire au meilleur. Absolument. Alors, tout en bas de l'échelle, on va trouver l'oxyde de magnésium. L'oxyde. C'est le moins cher, le plus courant dans les compléments bas de gamme. Son problème, Une assimilation ridicule. c'est-à-dire De l'indre de 4%. C'est-à-dire que 96% de ce que vous prenez part directement aux toilettes. Ah oui, quand même. C'est le champion de l'effet laxatif. On l'oublie pour la migraine. Ok, premier éliminé. Et ensuite, Ensuite, on monte d'un cran. On a le citrate de magnésium. Là, on a une bonne assimilation. C'est une forme très correcte, bien étudiée. d'accord, L'article le décrit comme un excellent compromis efficacité-prix. son petit défaut. Son seul bémol, c'est qu'il peut encore être un peu sensible pour les intestins les plus fragiles. D'accord. On a aussi le malate de magnésium, qui est sur un niveau d'assimilation et de tolérance similaire. Un petit plus, celui-là. Son petit plus, c'est qu'il est lié à l'acide malique qui participe à la production d'énergie dans les cellules. Ça peut être intéressant pour la fatigue qui est souvent associée aux migraines. Et le fameux Graal du magnésium, celui qu'on voit partout maintenant. On arrive au sommet de la pyramide, le bisglycinate de magnésium. Le bisglycinate. Ici, une molécule de magnésium est protégée par deux molécules de glycine qui est un acide aminé. D'accord. Cette structure le rend extrêmement bien assimilé et surtout exceptionnellement bien toléré au niveau digestif, Ah, parce qu'il n'a pas besoin d'acide gastrique pour être absorbé. Et en plus, la glycine elle-même a des propriétés relaxantes sur le système nerveux. donc c'est une double action. C'est une double action. Pour une cure de fond sur plusieurs mois, c'est vraiment la forme que l'article met en avant comme le choix idéal. C'est très clair. Le bisglycinate semble vraiment cocher toutes les cases. Oui. Et ce qui est fou, c'est que l'article mentionne une raison encore plus profonde à ce besoin de bonne assimilation. Oui, et ça c'est peut-être l'information la plus importante de toutes. Ah oui. Des études ont montré que les migraineux peuvent avoir un taux de magnésium parfaitement normal dans leur prise de sang, D'accord. mais un déficit à l'intérieur de leurs cellules, Ah. et notamment de leurs neurones. Le magnésium a du mal à rentrer et à rester là où il doit agir. Attendez. Ça veut dire que des années de prise de sang normale auraient pu complètement passer à côté du problème. C'est exactement ça. C'est énorme comme information. La prise de sang classique ne mesure que le magnésium sérique, celui qui circule, et qui représente moins de 1% du stock total du corps. D'accord. Le vrai problème est souvent un déficit intracellulaire, et c'est là qu'une forme très biodisponible comme le bisglycinate prend tout son sens. Oui, Elle maximise les chances que le magnésium arrive enfin à destination. à l'intérieur de la cellule. D'accord, donc si on se décide pour le bisglycinate, par exemple, ça ne sert à rien d'en prendre une gélule de temps en temps. Ah non. Comment on s'y prend concrètement pour que ça marche? C'est quoi la bonne dose? Alors, la dose efficace, celle qui est utilisée dans les études cliniques pour la migraine, se situe entre 300 et 600 mg 300 et 600. de magnésium élémentaire par jour. Et je mets des guillemets lumineux autour du mot élémentaire. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est un piège classique. C'est le piège. Je pense à tous ceux qui lisent 1000 mg sur la boîte et pensent faire ce qu'il faut. Oui. Mais ces 1000 mg, c'est souvent le poids total du sel. Par exemple, le citrate de magnésium. Le citrate, c'est juste le transporteur. Ce n'est pas le magnésium pur. Exactement. Dans ces 1000 mg, la quantité de magnésium pur, l'élément, n'est en réalité que de 110 à 160 mg. Ah oui, d'accord. Il faut donc lire la petite ligne « dont magnésium élémentaire » sur l'étiquette. C'est ce chiffre-là qui doit atteindre 300 à 600 mg par jour. Ce qui signifie souvent prendre plusieurs gélules. Très souvent, oui. C'est absolument crucial comme information, ça change tout. Et sur la durée, on a compris que ce n'est pas un antidouleur, il faut être patiente, j'imagine. La patience et la régularité, ce sont les deux clés. C'est un marathon, pas un sprint. Oui. L'article est très clair là-dessus. Il faut compter au minimum 4 à 6 semaines de prise quotidienne 4 à 6 semaines. avant de pouvoir commencer à évaluer à quelconque effet. Et pour vraiment juger de l'efficacité d'une cure de fond, il est conseillé de tenir 2 à 3 mois. D'accord. Avant de faire un premier bilan, idéalement avec son médecin ou son pharmacien, il faut laisser le temps au corps de reconstituer ses stocks intracellulaires. D'accord, la stratégie est claire. Mais même si c'est juste un minéral, y a-t-il des précautions à prendre? Un dark side du magnésium? Le côté obscur est assez léger, heureusement. Le principal effet indésirable, on l'a dit, il est digestif. Oui. Pour l'éviter, la recette est simple. Choisir une forme très tolérée comme le bisglycinate. D'accord. Commencer avec une dose plus faible les premiers jours et augmenter progressivement. Et enfin, répartir les prises dans la journée. Matin et soir, par exemple.
Matin et soir, au cours d'un repas, ça lisse l'absorption et ça améliore considérablement la tolérance. Et pour les contre-indications ou les interactions, il y en a? Il y en a. La contre-indication absolue, c'est l'insuffisance rénale sévère, D'accord. parce que les reins peinent à éliminer l'excès. Et il faut aussi faire attention à certaines interactions médicamenteuses, avec des antibiotiques par exemple, ou certains diurétiques. Donc, on en parle à son médecin. On ne le répétera jamais assez. Avant de commencer une supplémentation, surtout si on a une pathologie ou un traitement en cours, on en parle à son médecin. C'est indispensable. L'article insiste aussi sur le fait que le magnésium n'est pas un soldat isolé. Non, Il fonctionne mieux en équipe. exactement. C'est l'idée de l'écosystème. Il a des cofacteurs qui l'aident. Comme Le plus célèbre, c'est la vitamine B6. Elle agit comme une clé pour aider le magnésium à entrer dans la cellule. ah oui, Et la taurine, qui est un acide aminé, aide quant à elle à le maintenir à l'intérieur. C'est pour ça que beaucoup de formules les associent. c'est logique, hein. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la base or, l'alimentation. La supplémentation vient en renfort, pas en remplacement. On mise sur les légumes verts. Les légumes verts à feuilles comme les épinards, les légumineuses, les amandes, les noix de cajou, les graines de courge, Le bon chocolat noir. le bon chocolat noir, et même certaines eaux minérales très riches comme épar ou rosana. Juste pour être bien clair sur quelques points pratiques, une question qui revient souvent, y a-t-il un meilleur moment dans la journée pour le prendre? Le fractionné est idéal, on l'a dit, mais une prise le soir est particulièrement judicieuse. Pourquoi? Parce que le magnésium a un effet relaxant sur les muscles et sur le système nerveux. Il peut donc favoriser un endormissement plus rapide et un sommeil de meilleure qualité. Et on sait qu'un mauvais sommeil est un déclencheur majeur de migraine. Exactement. Donc c'est faire d'une pierre deux coups. Et peut-on l'associer à d'autres compléments connus pour la migraine, comme la coenzyme Q10 ou la vitamine B2? Oui, tout à fait. Toujours après un avis médical pour valider la stratégie, bien sûr. Bien sûr. L'article les mentionne comme des pistes tout aussi sérieuses, avec un niveau de preuve similaire. Et elles agissent différemment. Oui, elles agissent sur une autre facette du problème. L'énergie des neurones, le métabolisme mitochondrial. Combiner ces approches peut être très pertinent pour certaines personnes, car on agit sur plusieurs fronts à la fois. Parfait. Si on devait vraiment distiller l'essentiel de ce qu'on a vu, les 3 ou 4 points à retenir absolument. Je dirais. Premièrement, le magnésium est une piste préventive sérieuse et validée, mais ce n'est pas un traitement de crise. D'accord. Point 1. Deuxièmement, le choix de la forme est non négociable. On vise des formes à haute biodisponibilité. Bisglycinate ou citrate. Voilà, pour l'efficacité et la tolérance. Troisièmement, il faut lire les étiquettes et viser 300 à 600 mg de magnésium élémentaire. Élémentaire, c'est le mot-clé. C'est le mot-clé. Et enfin, patience et régularité sont indispensables, avec une cure d'au moins 2 à 3 mois. C'est une synthèse parfaite. Et cette approche, bien sûr, doit s'intégrer dans une discussion avec un professionnel de santé. Toujours. C'est fascinant de voir comment un seul minéral peut jouer un rôle de chef d'orchestre sur des mécanismes neurologiques aussi complexes. Absolument. Ça nous rappelle à quel point la micronutrition est fondamentale pour l'équilibre de notre corps. Un simple déficit peut avoir des conséquences en cascade Oui, sur tout le système nerveux, et inversement, corriger ce déficit peut aider à restaurer un équilibre et à augmenter la résilience du cerveau face aux déclencheurs. et pour laisser une dernière pensée à ceux qui nous écoutent, l'article glisse en conclusion que le magnésium est aussi étudié pour son rôle dans la prévention du diabète, la gestion du stress ou même la santé osseuse. Oui. Alors, la question qu'on peut se poser est la suivante. Si un déficit en un seul minéral peut être une pièce du puzzle dans des pathologies aussi différentes, cela ne nous invite-t-il pas à voir notre santé moins comme une série d'organes indépendants et davantage comme un écosystème incroyablement interconnecté où chaque élément, même le plus petit, a un rôle crucial à jouer?